Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance. J'ai réussi à capturer un oiseau rare qui, entre une tournée de Zénith, une vie entre Paris et sa Belgique natale et un aller-retour à Séoul, a bien voulu m'accorder un peu de son temps précieux. Du haut de ses 22 ans, cet ovni navigue sans effort entre la scène des victoires de la musique et les podiums de la Fashion Week. C'est simple, tout lui réussit. Comme si ce monde était moulé pour lui. Il s'en amuse, il s'en joue avec une arrogance assumée qui, personnellement, me fait craquer. Merci Pierre Demar d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Laurie, merci. Quand t'en parles comme ça, tout a l'air si facile. Ça ne l'est pas ? Ah non, pas du tout, mais on va en parler. Mais j'aime bien cette description, est très très avantageuse. Et c'est la réalité. Justement, j'ai envie qu'on déroule le fil de ta courte existence à travers les émotions que tu as pu traverser, les déclics que tu as pu rencontrer pour en arriver là où tu es. Aujourd'hui, à 22 ans seulement, c'est assez déconcertant, mais tout de même, il y a des choses à dire. Mais plein de choses à dire. Mais en tout cas, je suis hyper ravi. Et c'est marrant parce que tu parles de courte existence. Et on a parlé tout à l'heure en off de Frédéric Lopez que tu as reçu ici. Et c'est vrai que j'ai fait cette émission chez lui, qui était géniale. Et en fait, j'étais avec deux invités qui avaient, 40 ans, puis 50 ans, et qui avaient vécu plein de choses et des événements tragiques. Et tu sais, là-bas, c'est une sorte d'émission assez portée sur l'émotion, sur la sincérité. Et en fait, j'étais entre un mec qui avait une vie de dingo, où il était steward toute sa vie, et puis il se révèle excellent comédien, puis Zabou Bretman, qui est actrice, qui a des parents qui ont été fortunés, puis plus du tout. Et je sais pas quoi dire, j'avais 22 ans, la vie était belle, tu vois. Et donc, voilà, quand tu parles d'aller en émotion, je sais pas si j'aurai les traumas à te raconter, mais on aura plein de choses à se dire quand même. Je suis sûre qu'il y a plein de choses qu'on va dévoiler aujourd'hui. Et c'est l'idée. Déjà, comment tu vas aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais très très bien. Franchement, très heureux de revenir à Paris. Alors, à l'heure où je te parle, je déménage dans 3 jours. Ça, c'est fort. Zénith qui tombe, donc il y a plein de choses qui sont assez belles et qui m'attendent. En fait, c'est plutôt excitant. Je change une sorte de phase d'excitation de plein de choses. Tu dirais que tu étais en train de devenir adulte, là ? J'aime pas ce mot. Non, adulte, oui, si on parle d'âge, je sais pas c'est quoi adulte, c'est 30 ans. Je te pose la question. J'ai encore un peu de temps, j'en ai 22, j'ai encore un peu de temps, mais dans ma tête, tu vois, j'ai toujours été entre 15 et 65 ans, en fait. Il y a un truc où j'adore parler aux adultes et je séduis énormément les femmes de 50 ans. Et en même temps... Et celles de 32 aussi. Hein. Merci. Ça veut dire que je suis adulte à 32 ans ? Peut-être que tu es plus mature que d'autres. Simplement, mais dans la tête. Et en fait, en même temps, je suis un peu un gamin sur certaines choses, très assisté dans la vie. Mais ça, c'est le fait d'être artiste. Et justement, qui était le petit Pierre quand il était enfant ? Enfant, le petit Pierre, écoute, faudrait que je le revoie pour te dire, mais il était vachement, en tout cas, heureux, épanoui. J'ai eu la chance d'avoir une enfance assez agréable, loin des soucis, je sais pas, qui pourraient être d'avoir une famille qui ne s'aime pas, financier. Non, c'était bien en fait. C'était une époque d'insouciance, et que je vis encore aujourd'hui. En fait, j'ai beaucoup de chance de me dire que je me préoccupe pas tant que ça de vraiment de tracas emmerdants, tu vois. Enfin, c'est marrant, mais mes préoccupations sont presque futiles, quoi. C'est de faire de la musique. Ça va, tu vois, la vie est belle. T'es pas nostalgique de cette période ? Je suis pas très nostalgique en général. Franchement, j'ai une tendance, par exemple, c'est marrant sur mes iPhones, tu vois, j'ai jamais plus de stockage, je supprime toutes les photos. J'ai pas de photos en fait depuis que j'ai un téléphone, j'avais 12-13 ans. T'as pas d'archives ? J'ai pas d'archives. C'est très triste en fait. En réalité, c'est triste. Mais je sais pas un tempérament. Enfin, j'ai pas ce tempérament de mec qui regarde en arrière. Pas du tout. Ah ouais, moi j'adore regarder les albums photos quand je rentre chez mes parents. Dans l'avion quand t'as pas de wifi, quoi, parce que tu t'emmerdes. Mais sinon, pour le reste. Ah ouais. Non, mais j'adore regarder des photos quand j'étais gosse, mais. J'aurais dû mieux gérer mon stockage. Je m'en voudrais plus tard. Mais donc l'enfant, il était très heureux. Et j'ai pas de nostalgie parce que je suis très heureux simplement et que j'estime que tout ce qui a eu lieu comme il fallait. En tout cas, il y a pas de regret, tu vois, il y a pas de rien de tout ça. Tu parles d'insouciance, mais quand même à 10 ans, t'écris tes premières chansons. Alors dans un yaourt improvisé anglais, mais pour écrire à 10 ans, il faut quand même avoir un minimum de maturité. Tu penses ? Tu vois, j'écrivais... En fait, je faisais de la musique. Je pense que j'écrivais pas vraiment. J'écrivais en yaourt. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que j'écrivais pas en fait. Je chantais et puis je composais des chansons qui étaient forcément mauvaises parce qu'à 10 ans ça peut pas être bon. Enfin c'est très rare. Mais par contre, j'adorais l'idée d'écrire des mélodies, de produire en fait. Et même encore aujourd'hui, ce qui m'amuse plus que d'écrire, c'est la production. C'est ce que je fais beaucoup plus. Enfin c'est moi qui compose tous les albums, qui produit tout de A à Z. Moi j'ai mon grand frère qui m'aide. Mais en fait, j'ai commencé à écrire plus tard. J'ai commencé à écrire parce que alors, je suis passé par l'anglais. Quand j'ai eu, 13, 14 ans et des cours d'anglais à l'école. À ce moment-là, j'ai fait de l'anglais. J'avais un accent à couper au couteau, donc il a fallu changer. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai chanté en français pour la première fois de ma vie. Et c'est marrant parce que ça coïncide un peu avec l'époque où je me suis moi-même découvert, tu vois. J'étais d'un coup beaucoup moins pudique sur ce que je suis, sur mes émotions.
je sais pas comment dire ça, mais mes parents me connaissaient mieux, tu vois. Donc je pouvais chanter en français, ma mère pouvait comprendre mes textes, entre guillemets. Mais donc il a fallu du temps. Et cette première chanson, c'est Potin absurde? Absolument, tout à fait. Ouais, et que j'ai écrite en 2020, j'avais 19 ans. Juste après le confinement. Alors, moi, je l'ai écoutée, cette chanson. Je sais pas si je me trompe, mais c'est comme si, à travers cette chanson, les paroles, c'était un braquage de cadenas de journal intime. Il y avait un truc comme ça où, tu sais, tu balançais tout ce qui peut nous se passer quand on est collégien, qu'on est traversé par plein d'émotions. Au collège, moi, j'étais dans un collège en particulier qui vraiment était avide de potins, de choses comme ça à raconter. Souvent, même parfois des trucs très, très graves, mais traités avec une légèreté folle, tu vois. Et il y a une parole qui dit, et puis on se demande si Marie n'a pas le sida. Et avec une sorte de légèreté impertinente, alors que tu traites quand même d'un truc qui a une importance. Mais tu racontes quand même, tes premières paroles, c'est « Dis-moi Pierre, aimes-tu les garçons ?» Pas que ça change quelque chose, mais ils se posent tous la question, tu comprends, faut bien avoir des choses à se raconter, juste le temps d'une ou deux, trois pauses café. Oui, en chanson, il est beaucoup plus facile de chanter beaucoup de choses parce qu'on peut dire à n'importe quel moment que t'endosses un rôle, tu vois. Et puis souvent, j'endosse des rôles, tu sais. Sur mon disque, moi j'ai 22 ans, si j'avais fait tout un album autobiographique, ça aurait été soporifique en fait. On se ferait tous chier. Il y a peut-être 3 chansons qui parlent de moi et le reste, c'est des histoires que je raconte. Moi, j'aime bien avoir cette place de storyteller, tu vois, comme un réal en fait. On reproche pas aux romanciers d'écrire des chansons des livres qui les concernent pas directement. Il y a toujours une part de réel quand même et de vécu, non ? Il y a un peu de toi qui transparaît dans tes textes parce que c'est toi qui les as écrits, donc forcément ça te ressemble à un moment donné, mais je sais pas, la chanson c'est tellement léger. Alors, moi, la façon dont je l'aborde, que c'est vrai que tu peux raconter un peu ce que tu veux. C'est comme si tu survolais un sujet qui était quand même c'est deep. Pesant, quoi. Les potins. Oui, alors pour le coup, en fait, je dénonce ce truc-là. Je dénonce la forme que prennent les potins à l'école, de se dire, ils te font la blague de est-ce que c'est un peu gay, mais en fait, pour toi, c'est pas du tout une blague, et pour celui qui le vit, c'est très dur, mais pas forcément. Hein, mais et donc c'est pour ça que je prends ce ton désabusé autour de. Je parle du sida, je parle de je sais plus qui a perdu son chat, du décès, enfin, de trucs un peu durs, avec un ton hyper, une sorte de. Ouais, j'emprunte un ton très. Je sais pas, cynique, et je dénonce un peu ce truc-là qui a lieu au collège et quand on a 15 ans et qu'on est méchant. Et est-ce qu'à ce moment-là, la musique, tu le vis comme un exutoire ? Est-ce que l'écriture, la composition vient guérir quelque chose ? Je saurais pas te dire. Je pense que je vis la musique comme une sorte de flex. Genre j'écrivais pour frimer en fait. J'écrivais pour et comme je prenais tout ce que j'ai fait, ça a toujours été pour frimer en fait. C'est marrant. C'est trop bien de l'assumer. Oui, mais maintenant il faut en sortir en fait. Mais le problème c'est que j'ai assez frimé maintenant et qu'il faut que je trouve une nouvelle motivation, tu vois. Parce que j'ai sorti un disque qui a fait ce qu'il a fait et tout ça. Je suis très content. Il y a eu les victoires de la musique et je me dis maintenant, les gens du collège en fait c'est bon, ils sont impressionnés, tu vois. Mais je veux impressionner qui maintenant ? Les artistes. Faire un disque pour impressionner les artistes, c'est la meilleure façon de pas en vendre un seul, tu vois. Donc en fait, je sais pas encore ce que je vais faire, comment je vais trouver la motivation, mais il y a ce truc là où vraiment, parce qu'il y a eu un passé photographe aussi, bon c'est un grand mot, hein, mais je faisais de la photo de mode, et je publiais dans les magazines, il y avait GQ en Angleterre, c'était bien, j'avais 15 ans et j'étais à fond et je voulais faire ça de ma vie, c'était sûr et certain. Ça c'était même avant la musique. En fait il y a une sorte d'entre-deux. J'ai commencé très tôt la musique, puis je me suis arrêté, j'ai fait de la photo, et parce que j'étais un peu trop moche pour apparaître sur les clips, j'avais une poussée extraordinaire. C'est vrai, à une époque j'étais atroce, mais c'est très bien de passer par un moment comme ça. Ceux qui naissent beaux, qui grandissent beaux comme ça tout le temps, ils sont chiants au final, tu vois. C'est bien d'avoir un moment où vraiment tu te dis ah putain, je m'embrasserai pas, quoi. Et en fait, ça permet d'avoir. Non, mais c'est bien. Tu développes d'autres capacités et d'autres compétences. Et donc, j'ai fait de la photo à ce moment-là. J'ai préféré passer de l'autre côté de l'objectif. T'es passé par l'Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Tout à fait. Qui est à Anvers. C'est une ville vraiment en Belgique. C'est la ville de la mode, de l'art. C'est hyper développé. Et c'était pour donner une sorte de posture d'artiste, pour justifier. C'était à 18 ans. Je savais pas je savais pas quoi faire de ma vie. En fait, j'étais donc dans cette période photo. Et j'avais fait de la musique, mais c'était plus vraiment l'actualité à ce moment-là. Je me voyais vraiment devenir photographe de mode. Et Anvers étant la ville de la mode, c'est là-bas qu'il y a plein de créateurs qui ont émergé, les Dries Van Noten, Margiela, compagnie. Et donc je me suis dit, je vais aller en école de mode pour rencontrer des créateurs. Et je savais pas quoi foutre de ma vie, ça allait pas être le droit ou la médecine, j'avais pas non plus les compétences scientifiques pour ça. Je suis allé là-bas, et en fait ça a été une sorte de désillusion. Parce que les écoles d'art, c'est un gros truc de branleur. Je trouve que c'est... Non mais ils se teignent les cheveux en rose, ça fume des roulés, c'est Van Gogh, tu vois. Mais ça suffit pas en fait. Faites de l'art d'abord, des photos, c'était de la posture. Pas tous, hein, bien sûr. Il y a d'immenses artistes qui sont sortis de là, mais
mon année n'était pas une grande année, c'était pas un grand cru. Et donc. Et par chance, le confinement a retenti. Absolument. Et boum, ça t'a sauvé. T'es rentré chez papa et maman. T'es très bien renseigné. Merci, c'est fluide. Alors, c'est ça en fait. En mars, justement, en mars, premier Covid. Bon, moi j'étais plutôt ravi en fait de ce truc-là. Et c'est là parce que je tu retourne décides. à la campagne, chez mes parents, absolument. Et je me dis, ok, il faut refaire de la musique. Parce que la photographie, je sais pas, mes études m'intéressent pas tant que ça. C'est trop conceptuel, trop contemporain. C'est un peu, c'est un mot qui est moche, mais c'est un peu la branlette. Tu vois, il y a ce truc, ce ressenti-là. Et donc, je rentre chez moi et je me remets à écrire. Et sort à ce moment-là, pour la première fois, un morceau en français que j'écris, que je compose, que je produis, qui s'appelle Potin Absurde. Et à partir de là, signature en label et compagnie. Et oui, donc, il y a quand même un succès c'est presque violent. Tu te fais repérer par un label, 5-7. De là, ils te disent, OK, on va écrire un EP, un album. Et en fait, tu perces de manière quasi instantanée, 2 ans après, avec Un jour je marierai un ange, qu'on a tous écouté, chanté à tue-tête. Il n'y a pas une crainte quand on perce de manière aussi instantanée de se dire oh, mais comment je vais faire pour pas que ça retombe comme un soufflet, tu vois, c'est quoi la pression, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a carrément cette crainte en fait. C'est marrant parce que j'ai vécu 2 fois en plus. Parce que ça a été en 2 temps. En fait, d'abord il y a eu le morceau, Un jour je marie un ange qui est sorti. Bon, il a mis du temps à se faire connaître. Il a mis 6 mois d'abord à faire simplement des. Bon, c'était super, on avait la radio, les télés, mais ça prenait pas encore vraiment. Et puis il y a eu cette reprise sur TikTok, elle était 22, donc il y a déjà 1 an et demi en fait, un peu plus quasiment, enfin bientôt 2 ans. Et le morceau pète d'un coup, comme ça devient un truc un peu énorme, ça devient une tendance TikTok, bref. Je connaissais pas TikTok en fait, mais j'ai rejoint l'application, que j'ai déserté depuis, mes potes. Et en fait, le morceau perce, et je me dis, ah putain, génial, mais est-ce qu'il y en aura un deuxième, tu vois? Et puis est-ce que le disque qui va sortir, il va être écouté au même titre que le morceau, parce que ça peut très, très vite arriver, en fait, de faire un titre et puis c'est fini. Et donc j'étais flippé, j'étais très flippé avant de sortir le disque. La chance que j'avais, c'est que l'album était quasiment fini au moment où le morceau a explosé. Donc, d'une part, il n'y a pas eu trop d'attente entre les deux, et d'autre part, j'ai pas écrit des morceaux en me disant il faut que ça soit comme Un jour je marie un ange, ça doit être la même chose, ça doit parler de la même façon. Donc, je me suis pas dit je vais refaire une chanson, je sais pas, avec un piano électrique et romantique et qui parle de rêve, tu vois. Elle est écrite pour qui d'ailleurs, celle-ci? Ah, celle-là, c'est honteux. Elle est écrite pour. Je l'ai écrite en 2020. Donc vraiment ça date, c'est fin 2020 pour le coup, genre septembre-octobre, l'automne. Et je tombe amoureux à ce moment-là d'un personnage fictif qui s'appelle Isaac Waltersen, qui est un personnage de la série Scam, norvégienne. Pour adolescents, n'ayant pas vécu d'adolescence, en fait, je me replonge à travers des séries un peu de merde souvent, mais Scam c'est super. Et donc je regarde Scam et de lui émane une sorte de, je sais pas, de pureté, d'angélisme qui me parle directement. Moi, la gentillesse, ça m'attire beaucoup. Hein. Et alors, voilà, ça me parle vachement. Et donc, je me dis, merde, je tombe quand même nécessairement amoureux de persos fictifs. C'est un peu bête parce que c'est pas voué avoir un grand avenir quoi, dans la vraie vie. Bah non, c'est chiant en fait, parce que comment tu te maries avec un mec qui n'existe pas, tu vois. Et donc j'écris sur cette quête d'un amour désespéré, un peu qui peut pas avoir lieu, quoi. D'un amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera, hyper drama, et ça balance entre une sorte d'espoir dans les refrains, c'est hyper céleste, comme ça, je marie un ange, on fera l'amour dans les nuages, je me marierai un ange, ce qui veut rien dire. J'épouserais normalement en français, mais mais c'est imagé, c'est... Bien sûr, c'est ce qu'il faut dire. Le morceau finit par exploser, donc j'ai peur que le disque ne prenne pas. Et le disque finit par prendre, et maintenant j'ai la crainte que le deuxième ne prenne pas. Et je pense qu'après le deuxième, j'aurai encore la crainte que le troisième ne prenne pas. Et juste, c'est une question d'être toujours flippé. Mais c'est bien de garder cette flip, ça veut dire que t'es motivé, quoi. C'est le syndrome de l'imposteur, tu crois? Ouais, un peu l'imposteur. Et puis au-delà de ça, parce que doucement, j'arrive à m'en émanciper un peu. En studio, en tout cas, je me dis que ce que je fais, ça peut être bien et que ça parle parce que je vois qu'il y a des gens qui écoutent. Et rien à faire, c'est bête, mais les chiffres, ça parle quand même. Et pour moi, n'importe qui a un certain nombre d'auditeurs mensuels, c'est con, hein, mais c'est des trucs vraiment très. Enfin, je me dis, ah, c'est bon, ouais, voilà, il y a plus d'1 million de personnes qui écoutent, c'est que c'est bien. Enfin, pas que c'est bien, mais c'est que ça parle. Et moi, ça parle à du monde. Que si ça parlait qu'à moi, ça serait encore un peu inquiétant. Si ça me parlait pas du tout, mais que ça parlait à beaucoup de monde, ça serait emmerdant aussi. Mais là, c'est bien, tu vois, je trouve une sorte d'équilibre. Et donc, en studio, c'est bien. En live, j'ai eu beaucoup de doutes. Maintenant, ça commence à être vraiment cool. Mais tu vois, quand j'ai commencé à chanter en télé, c'était très faux, en fait, parce que j'avais pas pris de cours de chant, pas pris de cours de solfège. Et tu t'en excusais presque. Ah bah bien sûr, tout le temps. J'ai dû m'en excuser avec toi, même. C'est possible, tu vois. T'as pas besoin. Mais maintenant, c'est mieux. Mais la télé est difficile. Mais les concerts, vraiment, je pense que c'est sincèrement devenu un très bon concert, mon concert. Mais ça a mis le temps, quoi. Il a fallu 2 ans et demi de tournée pour que je me dise, bon, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'il y a de plus thérapeutique pour toi, d'écrire, de composer ou d'être sur scène? Composer, c'est jouissif.
Vraiment, la production, avoir une mélodie comme ça qui te tombe entre les mains, c'est assez jouissif. Je sais pas si c'est thérapeutique. L'écriture, en fait, je suis pas certain qu'elle soit extrêmement thérapeutique dans la mesure où est-ce que j'ai même encore une seule fois mis mis à part un Georges Marie un Ange qui vraiment parlait de cette quête d'amour qui me ressemblait, je sais pas si j'ai beaucoup de morceaux qui parlent foncièrement de moi et qui m'ont permis d'exprimer un truc que j'avais du mal à exprimer autrement, tu vois. Très souvent, j'ai raconté des histoires, j'ai fait des trucs que je trouvais beaux, esthétiques, mais un truc qu'on me reproche encore de temps en temps, c'est de pas aller en profondeur en ce qui me concerne moi, tu vois, de me raconter moi. Et à ce moment-là, ça serait thérapeutique. Et donc, c'est peut-être la scène. Parce que la scène, je me découvre. La scène, tu apprends tu découvres tes qualités, tes défauts. Je me suis rendu compte que j'avais une belle qualité, c'est de rebondir sur n'importe quoi. Par exemple, je peux chuter sur scène, je peux envoyer une vilaine fausse note, bégayer à la mort. Et je trouve toujours un moyen de rendre ça drôle, en fait. Tu vois, de le twister, de rebondir. Et ça, c'est une belle qualité, je trouve. Et c'est ton arme. Je l'ignorais avant ça, en fait. Et c'est une arme, mais de ouf. Mais que ce soit partout, en fait, en télé, sur les réseaux, tu es extrêmement drôle. Moi, tu me fais mourir de rire. J'y travaille. Non, mais vraiment. Genre, si jamais, à un moment donné, on s'ennuie, on fait un one-man show. Encore mieux. Je ferai du stand-up. Après, écrire des blagues, c'est compliqué. Moi, je rebondis, donc je peux pas non plus rebondir sur rien, tu vois, s'il y a pas de texte. Donc, mais en tout cas, j'ai d'autres vocations. Si jamais vraiment rien n'allait plus. Tu dis que t'écris pas sur toi, mais tu navigues entre le provoquant, je pense à Belle Amie, parfois romantique, tu frôles avec ta vulnérabilité dans Regarde-moi, il y a des fictions avec J'aime ta violence, enfin tout ça c'est quand même très personnel. En fait c'est vrai que tout ça c'est moi, mais c'est frontalement j'écris pas forcément sur ma vie. Tu vois, je raconte pas mes histoires à moi parce qu'elles sont pas forcément captivantes. Mais au final, on retrouve tout ce que tu dis là, le romantisme, la sorte de provocation gentille, tu vois, un peu charmante, la fiction, le rêve. C'est vrai que ce n'est que moi. Mais je sais pas, j'ai déjà eu des discussions avec ma manager qui m'a dit mais quand est-ce que tu vas m'écrire un morceau qui me fait pleurer, tu vois, genre raconte-moi une histoire un peu triste, mais sauf que ma vie est pas triste en fait, qu'est-ce que je raconte? Mais comment tu décides tes thèmes alors? Comment je décide des thèmes? Je décide pas des thèmes. En fait, je fais de la musique. Vraiment, genre, je compose, je produis. Il y a quand tu produis, tu choisis des sons de synthé qui vont t'évoquer les images. Je sais pas, ça paraît un peu illuminé comme ça, mais pas du tout. Hein. Simplement, t'as une production qui existe, tu chantes des mélodies, ben vraiment c'est ça. Et une fois que la mélodie a lieu, il y a étrangement des mots qui apparaissent. Mais c'est très bizarre, mais c'est comme si Dieu me les envoyait. Et quelquefois c'est bon. Je lui dois quand même une belle SACEM, tu vois. Donc merci, en fait. Mais il y a ce truc où c'est très marrant, enfin, tu choisis rien du tout. Et là où le travail commence, c'est quand tu as trouvé ta thématique à partir de ces mots qui t'ont été envoyés par je sais pas qui, en fait. La musique décide pour toi. La musique décide pour moi. Mais vraiment, l'ambiance qui est imposée par l'instrumental décide pour moi, vraiment. Donc il n'y a pas de message que tu as envie d'envoyer ou des messages que tu as envie de diffuser? Dans la globalité, oui, bien sûr. Et je pense que je les diffuse presque plus dans la façon dont finalement j'arrive, je les interprète. Et les paroles, elles sont là, elles existent. Mais ce que je suis dans les clips, en interview, en concert, tout ce que je suis, c'est finalement, c'est peut-être ça le propos, il est là, quoi, en fait. Et c'est un mec qui est juste très fidèle à lui-même, très sincère dans la démarche. J'ai l'impression que je me suis pas jamais trahi, tu vois. En tout cas, en concert, tout ce que je raconte, ce que je chante, c'est très fidèle à ce que je suis. Il y a une sorte de légèreté. Moi, je suis pas de ceux qui veulent vous faire pleurer du tout. J'ai l'intention de faire rire. J'ai l'intention En fait, je prends tout ça avec beaucoup de légèreté. Mais vraiment, la musique, même dans les instrumentales, je joue, en fait. Sur Enfant 2, il y a cette synthé qui est un peu chelou sur le refrain qui fait genre toukou 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 toukou. C'est génial, ça. C'est très léger, c'est très drôle. Ça surprend. Ah bah, j'espère. Il y a cette espèce de je m'en foutiste, de je le fais, ça me fait kiffer, let's go. Et ça marche. Bah, merci. Mais il y a des artistes, tu vois, ils vont te dire, ouais, j'écris mieux quand je suis triste, amoureux, en colère. Toi, il y a pas une émotion qui t'anime plus qu'une autre pour écrire. Il m'arrive écrire d'avoir des émotions, Laurie. Mais je sais pas si j'arrive à les capitaliser, tu vois. J'ai rompu il y a pas si longtemps et ça m'a rendu un peu triste, en fait. Enfin, fort triste, bien sûr. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a pas une chanson à écrire là-dessus? Mais je sais pas, ça paraissait trop évident, tu vois. Mais pourquoi pas, bien sûr. Mais quand je suis triste, c'est pas là que je suis le plus inspiré. Je pense que je suis davantage inspiré quand je suis heureux. Ce qui est rare. Mais ça fait les chansons légères et heureuses. Ce qui manque, quand même, parce que de nos jours, tout est triste. Mais c'est pas commun, hein. D'autres artistes disent plutôt l'inverse. Ouais, tout à fait. Vraiment. Ah, mais vraiment. Est-ce que c'est pas un truc belge, ça? On est tous bêtes et cons et heureux. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Non, je sais bien, je rigole. Mais non, parce que Stromae, c'est pas joyeux non plus, tu vois. Ce qu'il raconte, la musique l'est par contre. Mais, oui, mais tu vois, je pense à Virginie Efira, à Angèle, à Stromae, qui sont tous des artistes belges, où il y a cette espèce de je sais pas, de recul, de distance, de je m'en foutisme avec le fait d'être une resta. Ouais. Et c'est comme si vous étiez nés
pour ça. C'est marrant parce qu'on nous parle souvent en plus de, enfin, je sais pas eux, mais j'imagine que oui, tu vois, de ce truc de la belgitude et pourquoi est-ce que les Belges fonctionnent en France désormais, alors que c'était pas le cas il y a 30 ans en fait. Enfin, c'était ridicule d'être belge il y a 30 ans. Plus aujourd'hui, c'est la hype. Vous reprenez le Et on pouvoir. reprend le pouvoir grâce à vous, merci. Et en fait, c'est une bonne question, mais j'arrive jamais tellement à y répondre, mais je pense qu'il y a une décomplexion. Il y a un truc quand même où Enfin, moi, je me pose pas tellement la question de faire un truc, par exemple, qui est de bon goût. Tu vois, ce truc très scolaire de se dire ça c'est chic. Bon, j'ai envie d'être chic bien sûr dans la façon dont je vais me fringuer, mais pour moi un truc très kitsch peut être extrêmement chic, tu vois. En fait, ce qui est chic, c'est d'être soi-même. Vraiment, pour moi c'est ça, c'est d'être fidèle à ce que tu es. Et bon, pas pour tous, parce que je pourrais citer des exemples de gens qui sont très fidèles à ce qu'ils sont et qui sont pas forcément chics, mais je sais pas. Pour moi, le kitsch a quelque chose de c'est attrayant, c'est divertissant. En fait, un truc de souvent ce qui est jugé de très bon goût, c'est un peu chiant, tu vois. Donc toi, tu navigues entre le chic et le kitsch ? Je pense, j'espère. Je sais pas si je suis chic, mais en tout cas, il y a un peu des deux, tu vois. Il y a une réflexion quand même, en termes d'image, visuellement. Mais visuellement, mais c'est ma passion. Genre, au même titre que la musique. Donc je passe autant de temps à réfléchir à ce qu'on va faire comme clip, comme image, Et encore, les clips, j'ai pas de satisfaction pour l'instant dans ce que j'ai proposé. Je trouve pas qu'on a été à la hauteur de mes envies. Par contre, l'image, je suis très très fier, enfin très heureux de. Je trouve que la pochette d'album, elle me représente. Enfin, elle est pensée. Pour le coup, elle est vraiment pensée en amont parce que. Est-ce que le roulé rouge sur un fond violet? Pour moi, c'est les couleurs du romantisme de l'Italie, c'est Valentino, c'est ce truc vraiment. Et puis même la texture de la peau, il y a un truc un peu de science-fiction presque. On sait pas si c'est rétro, tu vois, parce qu'il y a un truc un peu rétro dans le grain, mais en même temps, la peau, elle est lisse, le regard est absent, mais cette pochette, elle date de 1970 ou alors de 2050, je sais. J'aime bien cette pochette d'album. Elle raconte plein de choses qui me plaisent, alors que c'est un portrait, tu vois. Donc oui, c'est pensé, bien sûr, parce que ça me plaît autant que le reste. Et comment tu vis toute cette notoriété un peu naissante et instantanée ? Moi, je la vis extrêmement bien, cher. C'est que du bonheur. Déjà, on reçoit des cadeaux extraordinaires. Ça vaut quand même beaucoup d'argent. Donc là, actuellement, Pierre est en train de me montrer, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pas, une bague Bulgari, si je ne m'abuse. Absolument. C'est ça ? Un serpent. C'est fabuleux. Mais bon, c'est pas ça le bonheur, mais ça y contribue quand même. Et en fait, en réalité, là, je rigole, mais je la vis très bien parce que j'ai pas encore connu les aspects vraiment négatifs du succès entre guillemets, et c'est aussi parce que c'est un succès naissant, c'est pas encore je passe trop mal, tu vois. Donc en fait il y a le truc où moi je sors dans la rue, c'est très tranquille, et puis quand on me reconnaît je le prends très bien. Je suis très heureux de parler avec les gens. Je sais pas, la vie est quand même étonnamment plus facile parce qu'il y a plein de gens qui m'accompagnent et qui sont en réalité de bonnes personnes, hein. Je parle pas de Picassiette, je parle de gens qui sont mon frère, mes managers, qui sont des copains depuis longtemps. Enfin, j'ai une belle équipe. Tu t'entoures en famille ? Extrêmement bien entouré. Ah oui, vraiment. Okay. Je vois ma sœur qui habite à Paris toutes les semaines. Mon frère, on travaille beaucoup ensemble. C'est lui qui mixe les morceaux, il a un son. Il participe à toute la science de ce qui fait que ça sonne bien. Il produit aussi, il m'aide un petit peu sur les productions, il fait des finitions, les arrangements. Bref, il a un rôle hyper important. Et au-delà de ça, c'est mon coach de vie, tu vois. Enfin, il est pas très mature, donc c'est pas mon coach de vie, mais c'est mon grand frère. C'est l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Fait, dès qu'il y a une merde ou quoi, je peux compter sur lui. Si je te pose cette question, c'est que à 22 ans, est-ce que on est prêt à recevoir tout ça ? Je peux pas m'empêcher de mettre en parallèle aussi un peu mon expérience. À 19 ans, on me pose une couronne sur la tête. C'est 19 ans, toi ? 19 ans. J'en ai 32 aujourd'hui, et tu vois, passé 30 ans, je vois un peu les pots cassés, je vois ça laisse des traces tout de même. Et il y a 10 ans, on parlait pas de santé mentale. Aujourd'hui, on en parle. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu questionnes ? Oui, non, mais t'as raison. C'est une bonne réflexion. Déjà, bon, je pense que par contre, le fait d'être couronnée Miss France, c'est beaucoup plus. Non, mais c'est quand même beaucoup plus difficile parce que c'est un jour, un moment, un truc, et du jour au lendemain. Tout... Mais toi, c'est pareil. Non, moi, c'est 1 an, 2 ans de travail en fait et on a l'impression qu'en un jour, mais non, c'est pas en un jour. Ouais, mais t'as des artistes qui galèrent pendant 10 ans. Enfin, tu sais que ça peut durer des années. Ouais, ça a été. Non, t'as raison, ça a été extrêmement vite, mais par contre. J'ai le temps de m'y préparer. Miss France, je pense pas qu'à 15 ans, tu te disais je vais être Miss France. Jamais. Tu vois. Même à 19 ans. Voilà. En fait, tu t'y prépares pas et c'est très différent. Même le jour J, je me moi, dis c'est extrêmement sain parce que d'une part, donc, je suis entouré de gens vraiment alors Miss France, je sais pas quel est l'accompagnement, mais dans la musique, moi, j'ai un label qui est extrêmement humain, qui sait ce qu'il fait. Ils bossent depuis 20 ans. Ils ont eu des gros artistes avant moi. Ils savent comment accompagner un artiste humainement autant qu'artistiquement. Et surtout, ils visent long terme. Là, au Miss France, après, c'est un peu à toi de te débrouiller pour arriver à capitaliser le truc, quoi, parce que c'est compliqué autrement. Et donc, il y a ça. Et alors, par rapport à la santé mentale, c'est intéressant parce que
Bah, tu vois, il y a 10 ans, en effet, on n'en parlait pas. Et je pense qu'il y a 10 ans, on ne prenait pas de vacances, comme on en prend aujourd'hui. Et moi, j'ai un rythme qui est extrêmement agréable. Je travaille beaucoup, mais 4 jours par mois au moins, je me prends je fais un voyage où je vais, je sais pas, que ce soit en Bretagne, par exemple, justement, chez mes parents, ou alors à Venise, à Florence, dans des villes italiennes que j'adore. Enfin, j'arrive à me faire plaisir, en fait. Et on va jamais me dire, mais qu'est-ce que tu branles, Pierre? Enfin, non, en fait, j'ai cette possibilité de faire ce que je veux de mon planning. Et donc, c'est plutôt sain. Et qu'est-ce que tu vas chercher dans ces respirations? Tu vas chercher du dépassement de soi, Je vais chercher. En fait, déjà, je l'ai fait. J'y vais jamais seul. Voilà, j'ai toujours une bonne compagnie. Ma sœur, une copine. Moi, je suis né pour arroser mes proches. En fait, c'est Pierre Noël, tu sais. Et donc, en fait, il y a ce truc où ma sœur, quelle chance elle a. J'aurais adoré avoir un grand frère comme ça. Comme toi? Ah bah bien sûr. Attends, dis. Ah non, mais quel bonheur. Elle a 19 ans, mais un restaurant nu. Ah, c'est extraordinaire. Mais donc, tout ça pour te dire que je prends du bon temps avec des copines, avec ma mère, avec ma sœur, où on pense à rien sauf à se faire plaisir. Et l'idée, c'est d'oublier le temps d'un instant les maquettes qui sont en stand-by, d'oublier la promotion qui m'attend, tu vois. Et c'est ça qui nourrit après ta motivation à nouveau? En fait, ouais, parce que tu sais, t'as des objectifs, ouais. Tu te dis, bon, bah, dans un mois, je suis reparti. Et après, j'ai le métier le plus cool du monde, hein. Franchement, sincèrement, je suis tellement heureux de faire ce que je fais. Mais ouais, c'est des pauses qui sont plaisantes et c'est même pas forcément une échappatoire, c'est juste un moment de plaisir, tu vois, que je me mets dans ma vie. Après, je pense pas que ce soit des city trips comme ça qui inspirent mes chansons, parce que finalement, c'est des moments de loisir. C'est pas là que tu vis des grandes émotions, tu vis juste, c'est du plaisir, quoi. C'est rien faire et se faire plaisir. T'as pas besoin de psy, toi, en fait? Bah, sincèrement, j'ai été chez une énergéticienne pour le luxe de le faire un jour, parce que j'étais curieux, tu vois, mais comme tu vas à Disneyland, et on n'a pas eu grand chose à se dire. Heureusement. Après, elle m'a touché à distance. J'adore qu'on me touche. J'avoue, c'est un bonheur absolu. Et j'adore qu'on s'occupe de moi. Donc, si je vais chez un psy, c'est un peu comme une masseuse, tu vois. Mais donc, c'est un luxe absolu, vraiment. C'est pas avec moi que tu auras une émotion thérapeutique. Mais j'en ai, hein, tu m'en procures là actuellement. Vrai. Mais oui. Ah bah, j'espère. Tu te sous-estimes. Ah, merci. Peut-être que tu pourrais être un excellent psy finalement. Mais tu relativises beaucoup de choses et par contre, absolument. T'as un recul assez fascinant. Grave. Non mais ça c'est vrai. Hein. Rien n'est jamais grave. Bah, du coup, je pense que je suis vachement optimiste en fait. Ça dépend d'une période à l'autre. Non mais en réalité, là, je te parle que de belles choses, mais il y a des moments où je remets tout en question et je me dis vraiment que on va s'en parler. Mais je suis très optimiste globalement. Vraiment globalement, j'ai une approche où je me soucie pas de grand chose. Tout ce qui me fait peur parfois, c'est de pas être à la hauteur moi-même de certains challenges, que ce soit des lives à la télé. Souvent, c'est musical, c'est ma voix, c'est chanter, être juste, être bon. Mais il y a les moments de doute où ça peut être noir, mais c'est-à-dire souvent le temps d'une après-midi et une bonne nuit de sommeil, je dors très bien, fait que le lendemain ça va bien, tu vois. Mais c'est quand j'ai une tendance à me comparer à ceux qui réussissent mieux que moi. Ça, c'est atroce. C'est un truc, c'est un luxe, hein, c'est un peu tout con, hein, mais tu vois, ça, c'est le seul truc qui me gâche la vie. Et ça, c'est un truc de réseau et tout. Et vraiment, j'ai l'intention, en quittant ce lieu, d'aller acheter un 3310 et de laisser mon téléphone à la maison. Mais et, oui, on revient au Snake. Dont tout le monde parle, et c'est un peu, c'est très bobo et d'actualité de dire ça, mais vraiment, je sais pas, il y a que Instagram qui fait que je me compare et que ça me rend triste, tu vois. Et je vois des ventes qui sont plus hautes chez d'autres et je me dis, je suis pas jaloux, je me dis juste pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à faire ça, en fait. Et où est-ce que j'ai merdé, tu vois. Et comment tu fais pour excite ce sentiment-là? J'en parle à tout le monde autour de moi et puis je me dis c'est bon, j'ai gavé tout le monde, c'est bon, ça y est. Mais les gens te rassurent ou tu t'arrives à t'auto-convaincre? Oh, les gens ils m'engueulent carrément parce que c'est mon frère, il me dit t'es con quoi, tout va bien en fait. Non mais ils me comprennent, mais on se dit que, enfin, quand on relativise, on se dit que tout va bien. Enfin, depuis le début, comme tu dis, ça a été très vite. Pour l'instant, j'ai encore la chance d'avoir l'intérêt des médias pour que ça dure. Les gens achètent encore des disques, le Zénith est complet, enfin, tout va bien, tu vois. Mais je sais pas, j'ai une tendance à voir, je vois quelqu'un d'autre arriver, je me dis qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle que lui, tu vois. Mais je te rassure, on y passe tous. Hein. Bah, je pense que c'est un truc, mais j'aimerais le jour où je m'émancipe de ça et de ce syndrome de l'imposteur vocalement, alors je serai le plus heureux des hommes et je suis déjà très heureux, donc ça serait pas mal. Mais tu coupes des fois Instagram, tu coupes les réseaux? Non, pas encore. Ça aide, hein. Bah, je suis sûr que ça aide. Tu supprimes l'application carrément. Pendant ton voyage au ski, pendant ton week-end avec ta sœur. Moi, j'ai cette impression que si je coupe Instagram pendant une semaine, mon auditoire va m'oublier, tu vois. Non, parce que la désirabilité, c'est hyper important. T'as raison. C'est marrant, on en a parlé tout à l'heure avec vraiment mon attaché de presse qui est assez qui est malin. Et on parlait du fait du deuxième disque. Quand est-ce qu'on l'envoie? Bon, il n'existe même pas encore, hein, il y a 6 titres, hein, mais quand est-ce qu'on l'envoie? Est-ce qu'il faut
être tout le temps. En fait, est-ce qu'il faut rester omniprésent tout le temps? Comme certains ont fait récemment. Par exemple, je pense à une Angèle, tu vois, elle était le premier, puis elle était là tout le temps dans les médias, puis le deuxième. Et maintenant, elle se fait discrète et voilà. Et ça a fonctionné tout ça. Mais ou alors, est-ce que tu crées du désir, mais en même temps, est-ce que je suis assez installé pour créer du désir, tu vois? C'est un truc pour moi. Tu crées du désir quand t'es Stromae après le deuxième disque et que t'en as vendu 2 millions. Là, j'en suis pas là. Et donc, moi, j'aimerais beaucoup. Ce serait un luxe pour moi de me dire, je prends 1 an pour faire mon truc vraiment très 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 bien. Mais je crois que si tu l'expliques, les gens comprennent. Je sais pas comment tu perçois, tu vois, les personnes qui te suivent, mais me concernant, je te donne du coup mon expérience. Tu vois, j'ai mis mon téléphone et les réseaux à un moment donné de côté, et je crois que les gens étaient assez compréhensifs et justement assez bienveillants. Ils accueillent ça de la même manière que, en fait, tu t'occupes de ta santé mentale. En fait, ils se soucient aussi de la tienne, je pense. Bien on sûr, sous-estime, en fait, les gens qui nous suivent. La bienveillance des gens qui nous suivent, c'est sûr. Mais non, t'as raison, si tu te dis ça, c'est plus rassurant d'un coup. Simplement, tu te dis, les gens disent ça, mais inconsciemment, finalement, ils te voient plus. Donc, à un moment donné, tu sors de leur temps. Enfin, moi, je pense en temps d'écran, enfin, c'est très bizarre, mais. Oui, t'as peur de l'oubli. J'ai ce truc-là, ouais. Donc, on en parlait en tout début d'entrevue, et c'est vrai qu'il y a ce truc où. Ouais, j'ai un peu la peur, mais parce que les bases sont pas encore très fixes, elles sont pas encore très installées en fait. Il y a un disque, tu vois, et c'est un disque qui a un succès, mais c'est pas un immense succès, c'est un succès. C'est pas comme si c'était un truc vraiment qui avait marqué l'année. Donc j'attends de voir. Je pense qu'après le second, s'il marche bien, je serai beaucoup plus détendu. Mais j'ai une tendance à toujours être très optimiste sur l'avenir et projeter un truc où je vais être détendu alors que je le suis jamais finalement, vraiment, tu vois. Est-ce que t'as des rêves encore à accomplir après en avoir déjà réalisé pas mal? Tellement, mais on pourrait parler de rêves pro et de rêves perso, tu vois, mais j'en ai encore beaucoup plus des persos que des pros, mais quoique, ça se vaut. Professionnellement, j'ai l'envie de confirmer. D'abord, première chose, c'est même pas une envie, c'est une urgence, tu vois, c'est de se dire, vraiment, là j'ai l'impression d'avoir un peu genre, donner un coup de pied comme ça dans la porte de cette industrie musicale, mais j'ai pas encore posé ma chaise, tu vois, je suis pas encore assis. Et pour qui t'as envie de confirmer tout ça? Pour moi, d'abord, pour me dire que ça y est, j'y suis. Franchement, pour me détendre moi. Je pense que c'est pour moi. Pour le coup, c'est vraiment pour moi. Ça me fera plaisir, ça m'apaisera de me dire que la prochaine fois que je reviens, j'ai pas cette certitude d'être oublié ou non, enfin, cette incertitude. Et puis, non, alors j'ai plein de rêves. Donc, bon, il y a le deuxième disque qui doit fonctionner, qui doit être beau et qui doit me ressembler et en être fier vraiment de A à Z, tu vois, sans regret, un truc. Bon, c'est rare, hein, mais c'est un rêve, on parle de rêve, donc on peut rêver. Et sinon, il y a des salles qui font envie. Pour moi, le Bercy, c'est une sorte de. C'est le symbole de la réussite, quoi. Musicalement, tu fais un Bercy, c'est bon, tu vois. Tu peux faire un Stade de France, il y a encore d'autres niveaux, mais Bercy, ça serait énorme. Et puis il y a les featuring que j'envisage dans ma tête, bien sûr, mais il y a les artistes internationaux qui sont fous. Moi, j'adore Rosalia, c'est compliqué, hein, mais j'adore. Et puis en France, j'aime beaucoup, j'adore Yel, j'adore Chatterton, j'adore. Tu peux passer tous les messages là. Ils vont nous regarder, c'est sûr. Regardez-nous. Pas sûr qu'ils me voient, mais si ils me voient, oui, bien sûr. Et le cinéma dans tout ça? Alors c'est hyper drôle qu'on s'en parle. Je suis un piètre acteur. J'ai fait des essais en fait avec une dame qui est géniale, qui s'appelle Pascal Breton. C'est une réalisatrice assez niche, indé, mais qui fait des trucs pour Arte, des trucs très bien. Et elle a un beau projet. Et elle m'imaginait en fait, au départ, elle a pensé à moi pour un des rôles. Et on s'est vus. Et elle est tellement bienveillante et intelligente et drôle et c'est agréable de faire ça avec elle. Et je l'ai dit, on peut faire un test parce que j'ai envie de tout vivre et j'ai cette sorte de philosophie de me dire que je veux tout vivre. Mais je suis persuadé, je l'ai prévenu en amont que ça allait pas être terrible. Mais ça se travaille tout ça. On s'est vu avant-hier, on a fait un essai. Ouais, elle m'a filmé et tout, un essai et j'étais médiocre. Mais ça c'est toi qui te le dis. Oui, non, elle était plus gentille que moi, vis-à-vis de moi, elle était plus sympa. Mais je surjoue, tu vois. Je suis pas dans une sorte de truc où il y a pas assez de laisser aller encore en moi. J'ai pas cette maturité de me dire genre je laisse aller, tu vois. Pour moi l'acting c'est tellement ça, c'est se déposséder de ses manières, se déposséder c'est pas se regarder, quoi. Faut pas se regarder. Et moi je me regarde en permanence parce que j'ai envie de plaire et parce que je pense que c'est un truc de 22 ans, sauf pour certains acteurs qui sont brillants dès leur plus jeune âge et ils ont pas ça en eux, mais moi j'ai ce truc je me regarde un peu, tu vois. Mais je pense que ça peut être ça qui peut déconstruire. Ça peut me faire du bien. Le jour où j'arrive à jouer un rôle qui n'est pas le mien, j'aurais franchement tout gagné. Mais j'ai dit ça de manière anodine, c'est que je te vois acteur. Je trouve que t'as... Ouais, t'es gentil. Il y a tout qui pourrait coller, quoi. J'adorerais parce que c'est très chic. Les marques adorent les acteurs. Les chanteurs, on est vraiment les bouffons de la mode, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que tout ce que tu veux faire, c'est pour prouver ou pour transformer, mais juste pour toi. Non, ça pourrait être pour génial. Moi, psychologiquement, ça serait très bien de me dire que j'arrive à faire ça. Tu vois, c'est comme défiler pour une marque. Je l'ai jamais fait, je le ferai jamais parce qu'il y a ce truc où t'es dépossédé de tes manières.
c'est déshumanisant, mais c'est pas dans le sens, mauvais sens du terme, mais simplement pour moi, je suis pas fan de mon corps parce qu'il est très très grand, assez mince, élancé. Et je dis pas que c'est mal, hein, mais sur moi, je suis pas fan, tu vois. Je me souhaiterais pas. Et en fait, il y a ce truc où, du coup, comment dire ça, j'ai besoin de m'approprier mon corps à travers des gestes, une gestuelle, genre le jeu de jambes un peu Claude François, mais en plus sympa parce que lui c'était un sacré salaud. Les bras qui balancent, tout ce truc-là, tu sais, de pantalons un peu désarticulés, de mecs un peu ivres, ça fait que je me le suis approprié. Et j'ai pas envie de perdre ça. Je suis pas prêt en tout cas aujourd'hui à perdre ça en faisant de l'acting ou un défilé, tu vois. Mais le jour où je sais faire ça, vraiment, c'est que je suis complètement décomplexé. Et ce serait hyper beau. Non, mais bien sûr, pour moi, ça serait super. C'est tout ce que je te souhaite. Merci, mais je t'y vois très bien. Ouais, vraiment. J'ai eu comme une vision. Toi, non ? J'adorais. Bah ouais, j'en ai pas fait. Si mal. Ouais, j'en ai fait un peu et ça commence à me retitiller là. Mais je trouve que c'est un vrai détachement et c'est aussi assez thérapeutique, tu vois, de se transposer dans un rôle qui n'est pas le nôtre, parce qu'en fait, on peut vite s'enfermer dans une posture, dans. C'est vrai, t'as raison, carrément. Quelle que soit l'activité qu'on fait, tu vois. Tu caricatures ce que tu as et tout. Ouais, tout exact. Et je trouve que de déconstruire, c'est aussi se mettre un peu en danger. Et moi, ça me plaît. Cool. Et je suis sûre que t'es un challenger comme ça aussi. C'est pour ça que je me suis permis de te poser la question. C'est une bonne question. Et franchement, j'adorerais. Mais je sais pas encore si j'adorerais pour les bonnes raisons. Si je me dis juste c'est classe d'être acteur, je pense que c'est pas suffisant, tu vois. Ça manque un peu de passion. Ça viendra. Est-ce qu'il y a un enseignement qui t'accompagne tout le temps, quelque chose, une phrase, un mantra qui te rassure, qui te porte? Je t'ai dit tout à l'heure, je pense que vraiment, mais ça c'est un truc, c'est pas l'enseignement, ça vient de moi, non, ça vient d'une chanson de Eddie de Pretto qui s'appelle Tout vivre. C'est l'idée de j'ai envie avant de mourir de tout vivre, vraiment et donc de faire des dingueries, que ce soit parfois genre je sais pas, même une chute libre, même des trucs comme ça un peu extrêmes, tu vois. Et c'est pour ça que j'accepte un peu tout ce qui vient à moi. Bon, je sais pas dire non d'une part, mais surtout que ce soit mais je sais pas quoi te dire, mais des invitations à des événements un peu loufoques, des trucs, des voyages, n'importe quoi. La curiosité finalement qui te porte. Je suis très curieux et je pense que c'est trop bien et j'ai cette envie de me dire qu'en mourant j'aurais tout essayé. Vivre intensément. Je pense que c'est important. Pour ne pas avoir de regrets, c'est un peu l'essentiel, quoi. Et l'enseignement que tu aimerais transmettre dans ce podcast, ton enseignement? Mon enseignement, il y a tout vivre, il y a aussi... alors, je vais mal le formuler d'abord, mais un peu tout dire, dans la mesure où moi, j'ai jamais rien caché à qui que ce soit. Par exemple, en amour, si on parle d'amour, tu vois, genre, je me sens en réto chez vous, c'est terminale. Je tombe amoureux donc d'un garçon pour la première fois de ma vie. Et c'est un collège hyper classique, jésuite, catho, genre vraiment particulier, drôle d'ambiance. Et en fait... je tombe amoureux de ce gars-là et j'ai fini je lui dis en fait, alors que dans ce contexte un peu chelou et tout, et c'était pas du tout réciproque, très bien, il y a rien eu, mais en fait je me dis il faut dire les choses, parce que si je lui avais pas dit à ce moment-là, aujourd'hui j'en mourrais de me dire mais je suis passé à côté d'un truc énorme, et depuis toujours je suis porté par ce truc de j'arrive pas à mentir, et mentir ça te revient toujours à la gueule, et ce truc de sincérité, c'est très bateau, hein, mais être sincère avec les autres, c'est être sincère avec soi-même d'abord, et je pense que quand quelque chose vous pèse, pas s'enfermer dans un truc où on n'ose pas dire les choses, où on n'ose pas être soi-même. C'est un peu trop bateau ce que je te dis là. Mais en tout cas, la transparence. La transparence. Enfin, en tout cas, ça me ressemble vachement en tout cas. Et un peu de drôle, pas toujours tout contrôler. Par exemple, dans les personnalités publiques, je trouve qu'on s'emmerde un peu en ce moment. Tu vois, les interviews, souvent, c'est un peu chiant, quoi. Pour ça que tu nous fais du bien. J'espère. et je pense qu'il faut une sorte de légèreté, de transparence, comme tu dis, sincérité, et pas se regarder en fait. Mais je me regarde trop, donc c'est un peu drôle de dire ça, mais il y a un truc où il faut essayer de pas se regarder, et c'est seulement quand on arrête de se regarder qu'on commence à vivre, je pense, vraiment. C'est beau, c'est un bel enseignement. Ça pourrait être sorti de la Bible. Est-ce que tu estimes que tu es bienveillant envers toi-même? Étrangement, c'est un peu... c'est ambivalent comme sentiment, c'est une bonne question. Toi Non, clairement. Tu vois, quand ma meilleure pote va pas bien, je vais avoir des mots pour la réconforter. Moi, quand je vais pas bien, t'as pas de mots pour je vais, tu vois, tu t'enfonces, quoi. Je vais m'enfoncer encore je vois plus. ce que tu veux dire. Donc, me parler à moi comme je parle à ma meilleure amie, c'est très difficile. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont ça en eux, et pourtant, ce serait quand même assez facilitant. En fait, c'est marrant, quelquefois, je fais des trucs, je me dis, putain, t'es génial. Et puis d'autres fois, je me déteste pour plein de choses, et je me trouve irritant, par exemple. C'est un truc. Je sais pas si je me trouve irritant parce qu'on m'a dit souvent que j'étais irritant en commentaire, ou bien si je me trouve irritant avant déjà, tu vois. Mais tout ça, évidemment, ce qu'on te dit à un moment donné a un impact sur toi. C'est marrant, mais jusqu'à mes 18 ans, je me trouvais vraiment, pour le coup, pas très beau, parce que justement, il y avait cette acné, j'étais un peu plus joufflu de ça. Mais c'était pas.
dingue, hein, mais voilà. Et en fait, j'ai signé avec ce label, on a tourné un clip, et pendant le tournage du clip, tout le monde n'a pas arrêté de me dire, mais t'es trop beau et tout, c'est super. Et ça, genre, mais claque, mais ce jour-là, quoi, vraiment, tu vois. Il suffit parfois de 3-4 personnes qui te disent un truc. Donc le regard des gens, quand même, bien sûr, influence. mais plutôt positivement, mais malheureusement parfois aussi négativement. Et j'en suis arrivé à me trouver quelquefois irritant, à me trouver genre, je me suis dit genre, t'as l'air pédant, alors que je me suis jamais trouvé pédant avant ça, mais simplement tu lis des commentaires et si ça revient et si ça se répète. Et inversement, il y a des trucs hyper positifs. Par exemple, justement, mon ex là, tout récent, il m'a appris à kiffer les choses que je n'avais pas du tout chez moi. Genre, un jour, il m'a dit, mais tu sais, c'est quand que je t'ai trouvé le plus beau, c'était ce matin. Et alors le matin, moi comme tout, genre, qui est présentable le matin, tu vois, genre, ça me ressemble pas, c'est pas moi en fait le matin. Et je me suis dit waouh, c'est trop bien. Et puis j'ai des clavicules très marquées, il m'a dit oh, ils sont magnifiques tes clavicules. C'était peut-être de la séduction, mais ça a genre trop changé mon regard sur ces choses-là. Et donc je vous encourage à complémenter vivement et à répétition vos proches, en mentant ou non en fait, qu'importe. Le fait est que ça aura quand même un impact positif sur eux. Et ton rapport à l'amour en général? En fait, j'ai pas encore vécu ma grande histoire d'amour. Ou mes grandes histoires d'amour. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas eu la chance de tomber amoureux. En fait, à chaque fois, j'essaye et je me dis que ça va le faire parce que il y a tout un charme, toute une aura qui émane des personnes avec qui je me lance, tu vois. Pour moi, l'amour, c'est une espèce de grand plongeon et puis peut-être qu'il dure jusqu'à la fin de ta vie. En fait, il y a jamais de chute, enfin, il y a jamais d'atterrissage. Bon, là, il y a eu à chaque fois atterrissage. Au bout de 6 et 2 mois, c'était court, mais en fait, ça m'a permis de me rendre compte que, enfin, déjà, tu contrôles rien du tout et que c'est des profils. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense que j'ai une tendance à privilégier un tout petit peu trop l'oral, pour pas dire que la beauté, mais ce qui s'en dégage au premier abord. Je vénère un tout petit peu le temps de 3 mois, et puis je me rends compte qu'en fait, on s'amuse peut-être pas assez ou quoi, et je tombe juste pas amoureux. Et c'est pas leur faute ni la mienne. Je m'en veux après, évidemment, parce que ça fait du mal. Mais c'est pour ça que je déteste l'amour, c'est parce que c'est le seul moment dans ma vie où je fais du mal aux gens, c'est comme ça. Mais je suis pas méchant, hein, je sais très bien que j'ai rien à me reprocher avec qui que ce soit. Mais avec ces gens-là, pourtant, j'aurais quand même fait du tort d'une certaine façon. Et c'est marrant parce que quand je me rends compte que je fais du tort à quelqu'un en arrêtant une relation, j'ai qu'une envie, c'est genre de lui faire du bien dans sa vie autrement et je sais pas comment, mais genre, un mec qui fait de la mode, j'ai envie de lui envoyer je sais pas, faire un stage chez Vuitton, j'en sais n'importe quoi, genre de les pistonner, sauf qu'en fait, il faut pas, en fait, il faut les laisser tranquilles et qu'ils fassent leur vie tout seul. Mais donc, j'ai juste à leur faire du tort comme ça, donc faut pas que je le fasse. Je sais à quel point c'est difficile d'être impuissant dans une rupture. Et donc j'ai toujours envie de le faire bien, mais je m'en veux tellement qu'à chaque fois j'ai envie de les aider, mais il faut juste pas. La meilleure façon d'aider quelqu'un qui vient d'être à qui on a imposé une rupture, c'est de le laisser tranquille et vivre sa vie, et puis il reviendra en tant qu'ami plus tard, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, c'est pas. C'est un bel enseignement. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci pour à toi, cette vraiment, transparence. c'était hyper cool. Et c'est que du bonheur, et je te souhaite que du succès et de la légèreté et du recul. C'est cool. Merci c'est cool. Ça permet aussi de prendre du recul sur notre propre existence. Merci, et Laurie, ça fait du toi, bien vraiment. de t'écouter. Non, mais t'es adorable. De te regarder. Tu parles peu de toi, en fait. Ah, mais c'est pas le but de ce concept, podcast. Moi, j'ai fait souvent des podcasts où, en fait, elles finissent par parler que d'elles. Non. Ou de lui. Non, mais pas méchamment. Mais donc, voilà. Mais les gens savent pourquoi je pose les questions. Parce que c'est une thérapie mutuelle, tu vois, qui se passe. Donc, à travers ton parcours, moi, ça me parle énormément. Et quand il faut, je mets les parallèles nécessaires, tu vois. Mais avant tout, c'est toi, ton parcours, tes émotions, ta vulnérabilité qui m'intéresse et qui intéresse nos auditeurs et ceux qui nous regardent. Donc, merci pour ta confiance. Parce que, voilà, t'es un être humain formidable. Et j'avais envie que les gens en découvrent davantage sur ce que je sais de toi. Merci infiniment. Merci. Avec grand plaisir. Que du bonheur, que du love. Merci les amis.